métropole. À vous, Marie, et puis surtout à Emmanuel Grunewald, qui a cru à ce projet, paraît-il, assez peu habituel pour le musée Jules Verne, et qui a été quand même assez tenace, puisque le projet a mis 3 ans à se faire. Évidemment 2 ans de Covid, et puis une expédition scientifique, eh bien, c'est une aventure dernienne. Donc, vous avez bien compris que l'enjeu de cette exposition, c'est que tout Nantes, et d'ailleurs le monde entier, arrive à prononcer ce mot de Snæfellsjökull. Alors, effectivement, Jules Verne lui-même ne le prononçait pas, puisqu'il a abrégé les choses en Snæfell, qui est un vieux nom pour le Snæfellsjökull. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Snæfellsjökull? Ça veut dire glacier, montagne, neige. Et effectivement, cet volcan est surmonté d'un glacier summital, ce qui est sa particularité et qui est ce qui lui donne sa physionomie si particulière et si reconnaissable. Alors, que diable Jules Verne a-t-il trouvé ce Snæfellsjökull? Alors, les Verniens sauront que bien bon nombre de commentateurs francophones n'ont pas rechigné à y voir une contrepétrie grivoise. Mais non, le Snæfellsjökull existe vraiment, et il est en Islande. Alors, Jules Verne n'est jamais allé en Islande, il n'a pas mis les pieds en Islande. Pourquoi a-t-il choisi ce volcan? Eh bien, en fait, c'est une longue histoire qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, dans la mouvance des Lumières, eh bien, on va seulement éclairer les Français, mais beaucoup de pays d'Europe et au-delà. Eh bien, les Islandais, 2 naturalistes islandais, je vais essayer de prononcer, il n'y a pas d'Islandais ici, voilà. Donc Egert Olafsson et Olaf Palsson, c'était 2 naturalistes qui ont décidé de vaincre la peur des montagnes pour aller voir finalement ce qu'il y avait dans leur montagne qui jusqu'à présent était le siège des dieux. D'ailleurs, quand vous allez sur le Snæfellsjökull, vous avez une magnifique sculpture qui est censée représenter le dieu Bardur, qui, dans l'esprit et dans l'imaginaire islandais avec lequel il ne faut pas du tout plaisanter, est un dieu troll qui s'y repose et qui ne sera réveillé que le jour où une femme de 70 ans qui n'aura bu que du lait de poulain et qui sera parfaitement pure et vierge viendra l'embrasser. Voilà. Donc je ne suis pas cette femme, je n'ai pas réveillé Bardur, mais je suis allée sur le Snæfellsjökull. Alors, donc ces naturalistes, ces 2 naturalistes ont, à la suite de leur exploration du Snæfellsjökull, publié leurs aventures. Alors évidemment, à l'époque, on est toujours accompagné d'un peintre, et vous verrez là-bas la première aquarelle de paysage islandaise, qui est une représentation du Snæfellsjökull, qui fait partie de ce rapport d'expédition. Alors ce rapport d'expédition, eh bien, il a eu une destinée formidable, puisque à l'époque l'Islande est sous domination danoise, et il a donc été traduit en danois, et il a fait le tour de l'Europe. C'était un best-seller. C'est devenu un succès de librairie, voilà, un peu Harry Potter, là. Et il faut bien se représenter que les gens ne regardaient pas France 2 et des innombrables émissions d'évasion, et qu'un voyage dans ce qu'on nommait alors les tristes contrées, c'était quelque chose de formidable. Donc ça a fait vraiment un succès de librairie, et ça a inspiré une mode de l'Islande. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, les choses sont allées, une curiosité pour le nord de l'Europe s'est un peu installée dans les mentalités. Notre fameux Louis-Philippe a été exilé en Norvège, et il y a eu des aventures qui l'ont marqué. Et donc, peu à peu, dans les salons parisiens, il y a eu une mode du Nord, comme ça. Et la France, à ce moment-là, s'est trouvée en surcapacité au niveau maritime, puisque les guerres avec l'Angleterre s'étaient un peu apaisées. Et du coup, on a relancé un certain nombre d'expéditions, et il a fallu un prétexte, c'est-à-dire qu'il y a une corvette, la corvette de l'amiral de Blossainville, qui s'est perdue quelque part près des côtes islandaises, et on a monté une expédition, l'expédition de Paul Guémard. Alors, Paul Guémard est parti explorer le Snæfellsjökull, et il a ramené un certain nombre de spécimens qui ont complètement séduit. Et le ministère de la Marine a dit c'est très très bien ce que vous avez fait, monsieur Guémard,
maintenant, on repart et du coup, on va faire vraiment une exploration systématique de l'Islande. On veut vraiment en savoir, on veut vraiment tout savoir. Alors, il faut se représenter ce que ça veut dire tout savoir. Ça veut dire que toutes les académies de France écrivent à Paul Desmar en lui demandant de retrouver des autres spécimens préhistoriques, savoir si le sang des Islandais gèle, savoir si les femmes, si elles ont le droit de vote, enfin si elles possèdent des héritages, si la médecine, si les gens peuvent être vaccinés, enfin toutes sortes de choses, évidemment les études sur le magnétisme, enfin tout ce qui obsède le 19e siècle, littéralement. Donc on envoie toutes ces questions à Paul Desmar, et Paul Desmar part pour 2 ans en Islande pour répondre à toutes ces questions. Et il publie, en arrivant, ce merveilleux document dont vous avez un volume ici, parce qu'il faut bien savoir que c'est abondant, il y a 6 volumes de texte et 3 atlas historiques, enfin 2 atlas historiques et un atlas géologique, et ces merveilleux volumes, en fait, vont servir de documentation à Jules Verne. Et donc Jules Verne puise toute son aventure islandaise dans cette documentation, et effectivement, c'est comme ça qu'il a eu vent de l'existence de ce Snæfellsjökull, et que toutes les descriptions qu'il donne de paysages sont largement inspirées de ce rapport d'expédition sur lequel il a rêvé, et il m'a fait rêver, et j'en ai fait mon guide de voyage. Alors, donc, cette exposition voilà, et cette manière de mettre mes pas dans les pas de Jules Verne et son voyage au centre de la Terre, et effectivement, on n'a plus de lumière, attention. Ça marche, ouais. Donc je poursuis peut-être. Oui. Alors effectivement, je me suis surprise. Pour moi, ça a été aussi une surprise. Quand je suis arrivée en Islande, effectivement, j'ai découvert qu'on me parlait du volcan de Jules Verne. C'est quand même assez extraordinaire. En fait, un voyageur en Islande, on me parle du volcan de Jules Verne. Alors, donc, je me suis renseignée, et donc tout ce que je viens de vous raconter, effectivement, à ce moment-là, je l'ai découvert. Et ce qui m'a intéressé, c'était de me dire que Jules Verne en avait profité pour, effectivement, à son habitude, aussi exposer un certain nombre de théories de géophysique, en l'occurrence pour Voyage au centre de la Terre, et que si je voulais arpenter les pentes du Snæfellsjökull, il y avait peut-être une manière aussi de rendre compte de l'interne. Et là, j'ai eu un coup de chance, parce que j'ai trouvé un autre fou de volcan, qui était Jacques Marteau. D'ailleurs, j'adresse aussi, malheureusement il n'est pas là ce soir, parce qu'il a eu un impératif catégorique, mais il aurait aimé être avec nous, et Jacques Marteau, donc, est physicien des particules. Alors il m'a reproché d'avoir mis son laboratoire sous pression pendant 2 ans, là. Mais il était quand même un bon complice. Et donc Jacques Marteau a développé une technique tout à fait de pointe qui s'appelle la biographie, qui permet, grâce à des flux de particules cosmiques qui traversent la matière, d'avoir une idée de la structure interne d'un volcan. Donc du coup, écoutez, on avait la possibilité de parcourir un paysage, la possibilité de retourner une question vers la science, et puis on avait ce lieu inscrit comme le départ du centre de la Terre. Alors on est parti en voyage. Et du coup, j'ai essayé de concevoir cette exposition comme un roman vernien, c'est-à-dire en essayant de vous donner le plaisir de plusieurs axes de lecture. Donc cette lecture de voyage imaginaire entre ce qu'on peut lire du rêve de Jules Verne et ce que les images, là où les images peuvent vous transporter. J'ai voulu être fidèle à son slogan instruire en amusant, donc donner toute une archive d'une expédition scientifique. Donc c'est tout ce que vous verrez autour de la salle d'exposition, qui est l'archive de l'expédition scientifique. Donc c'est-à-dire que ça montre bien qu'une expédition scientifique, c'est encore possible aujourd'hui, premièrement, et deuxièmement que ça ne concerne pas que les ordinateurs, quoi. Il faut serrer les boulons, il faut prendre la tempête, il faut trouver des complicités diverses et variées. Donc c'est tout ce que cette archive raconte. Et puis enfin, j'ai voulu qu'on ait en réel aussi une idée de la manière dont la science nous traverse aujourd'hui,
Et donc, grâce à la complicité du musée Jules Verne, nous avons pu mettre en place une expérience scientifique en temps réel. Donc, vous allez expérimenter les particules cosmiques si vous descendez au sous-sol, où nous avons construit une cabine cosmique avec Jacques, qui est un véritable détecteur à muons. Effectivement, les muons qui nous tombent du ciel sont détectés et vous traversent à la manière dont ils traversent le volcan. Sauf qu'évidemment, vous êtes transparent totalement pour les muons, alors que les volcans ne sont pas transparents et nous permettent d'obtenir des images scientifiques que vous pourrez voir au mur et vous pourrez identifier les formes. Voilà, vous aurez la forme réelle du volcan et sa forme telle que les scientifiques les voient. Donc, vous voyez, c'est une exposition à plusieurs entrées, plusieurs récits. Le récit dans l'histoire, dans les archives de Jules Verne, le récit dans l'aujourd'hui du paysage, et puis le récit dans l'aujourd'hui de la science. Voilà. Bravo.